Grand Dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chennibiru. Halud Maundi. Chennibiri. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Merci de nous recevoir chez vous pour le forum de la presse aujourd'hui qui reçoit deux journalistes, Maman Sissé du groupe Renouveau FM et David Dambélé de dépêche-du-Mali.com. Alors nous avons comme tous les vendredis trois thèmes: la déclaration de politique générale du Premier ministre Modibo Keïta, le forum des leaders religieux et les discussions d'Alger, l'attaque terroriste à Sikasso et également la situation du Gatia dans la zone de Menaka. C'est donc les trois thèmes que nous allons développer dans cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. Tout d'abord, la déclaration de politique générale du Premier ministre Modibo Keïta qui a été donc adoptée à l'Assemblée nationale après s'être illustré comme un homme de consensus lors des pourparlers d'Alger avec sa casquette de représentant spécial du président Ibrahim Boubacar Keïta aux négociations. Il s'est vu promu en janvier 2015 comme Premier ministre du Mali. La principale mission qui lui a naturellement été confiée fut le double défi de la paix et de la réconciliation nationale. Pour lui, la paix dans le nord du pays est une condition essentielle au développement et à la sécurité. Modibo Keïta a engagé devant les députés son gouvernement à lutter contre la criminalité transnationale et à l'avènement d'une véritable convention sur la question. Bref, Modibo Keïta promet une amélioration significative des conditions donc des populations dans divers secteurs. Alors voici les trois axes de sa politique: assurer la protection des personnes et de leurs biens dans un environnement de paix, assurer les conditions de vie et d'existence des populations et promouvoir la justice et l'équité. Alors, est-ce trop ou pas assez comme défi, David Dambélé? Je pense que cette déclaration de politique générale répond en partie aux aspirations du peuple malien. Il faut quand même dire que il y a certaines annonces qui ne sont pas nouvelles. Elles reviennent chaque fois à chaque déclaration de politique générale. Mais je pense qu'autour de ces trois grands axes, les Maliens se retrouvent. La question qui se pose, c'est de savoir peut-être leur objectivité. Est-ce que ces questions-là sont réalisables telles que déclinées? Voilà. C'est les questions donc qui se posent selon vous. Alors, Maman Sissé, est-ce trop de défis ou peu? Moi, je pense d'abord qu'il est important de faire la différence entre d'abord une déclaration de politique générale, un programme d'action gouvernementale. Et si on voit ce que Modibo Keïta a présenté, il n'y a pas une grande différence. Ce que l'ancien Premier ministre Moussa Mara avait présenté à l'époque à l'Assemblée nationale. Maintenant, dire que c'est très tôt, je pense que il a pris du temps. Il a pris du temps. Moi, je pense qu'à partir de 3 mois, à partir du moment où il est installé, il pouvait s'atteler à cette tâche constitutionnelle et peut-être s'occuper d'autres enjeux de développement. Quand on sait que des premiers ministres pour un président qui n'a même pas 2 ans, Modibo Keïta, 3 dès avant lui. Donc je pense que Modibo Keïta aurait dû le faire il y a 3 mois. Cela permettrait de passer à autre chose. Mais bon, écoutez, c'est la vieille garde, disons, leur méthode ne rime pas forcément avec la nouvelle génération qui veut que les choses aillent vite. Alors, Moussa Mara était sur 6 axes: remettre l'administration au travail, lutter contre la corruption, le Nord, la recherche d'une solution durable, la sécurité alimentaire, lutter contre le chômage et l'accès à l'énergie électrique. Est-ce que ces 2 mandats peuvent être comparés, David Dambélé? Oui, je pense que, je l'ai dit, c'est les mêmes priorités qui ressortent, mais d'une autre façon. Et maintenant, moi, je dis, par exemple, quand il annonce, il fait des annonces du type 200 000 emplois, créer 200 000 emplois, je me demande, c'est une question hier qui m'a beaucoup fasciné. J'ai dit, est-ce qu'il a les moyens?
Est-ce que c'est un coup médiatique qu'il veut effectuer ou voilà. Et bon, quand il y a par exemple les annonces de construction de routes comme celle de Gomankura, Léré, Gundam, Tombouctou, c'est des projets vitaux. Et la route, la question du quatrième pont de Bamako, je pense que c'est très attendu aussi par les Bamakois, les Maliens en général. Et la route, voilà, pas mal d'annonces. Pas mal d'annonces. Je pense qu'il faut. La question du financement de ces programmes-là se pose. Il a été curieusement muet sur où est-ce qu'il va trouver le financement. C'est quand même. Il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau. Et là, je doute fortement parce que vu que c'est des projets qui ne datent pas d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, ce calendrier donc d'exécution, donc vous l'avez dit, de cette déclaration de politique générale s'étend selon les observateurs jusqu'en 2018. Est-ce qu'on peut affirmer que Ibrahim Boubacar Keïta a enfin trouvé son Premier ministre? Non, d'abord, il y a un problème au niveau du chronogramme. C'est vrai que c'est la période que vous avez dit, mais en réalité, quand on voit le document à l'intérieur, il y a un problème de chronogramme et c'est ce que certains députés, notamment des députés de l'opposition et même de certains députés de la majorité en aparté, te disent écoutez, c'est un document qu'on vote, mais il y a quand même des choses à améliorer, notamment le chronogramme. Donc je pense que c'est important aussi de revenir sur le fait qu'il y a un problème de financement, comme l'a dit mon confrère David. Et quand on voit l'armée, le programme... on appelle les réformes de l'armée, le budget qui a été annoncé, et soyons réalistes, c'est bon, mais écoutez, est-ce qu'on a les moyens et le financement? Je pense que peut-être la question du Nord, si on arrive à un accord, peut-être c'est ce qui pourrait avoir tout de suite un financement. Et quand on voit, les bailleurs de fonds ont déjà annoncé une table ronde à Paris, peut-être ça pourrait être un déclic. Maintenant, revenons à ce que David a dit tout de suite par rapport aux routes. Et quand on va aux routes, c'est pas aujourd'hui. Moi, je veux qu'on... Depuis le mandat d'ATT. Tout à fait. Je veux qu'aujourd'hui, on nous amène une DPG type qui cadre avec le projet de société d'IBK. Les 2000 emplois qui seront créés, est-ce que ces 2000 emplois seront créés pour compenser les emplois qui sont aujourd'hui menacés, qu'on le dit ou pas, avec le coup d'État, avec la crise que le pays a connue? Et quand on voit certains secteurs, les secteurs comme le tourisme, je pense que créer 2000 emplois, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Je pense que le gouvernement aurait dit d'abord s'atteler à faire en sorte que les secteurs vitaux comme le tourisme, qui constitue en tout cas une part importante du PIB, puisse être en tout cas redémarré. Et malheureusement, quand on voit ça dans la DPG, ce n'est pas vraiment la tasse de thé du gouvernement. D'accord. Alors David veut je reviens sur la question du chronogramme que mon confrère vient de mentionner. C'est très important parce que moi je me demande à 3 ans de la fin de ce premier quinquennat, qu'est-ce que ce Premier ministre ce gouvernement peut apporter réellement, quoi. Je dis c'est un mandat, c'est un quinquennat tronqué, carrément, avec un troisième ministre qui arrive avec les mêmes ambitions que ses prédécesseurs. Je me demande au bout de 3 ans qui nous restent du quinquennat, où est-ce qu'on en sera? Alors, Maman, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Effectivement, moi, sincèrement, j'ai des doutes et qui, en réalité, se confirment quand on écoute le Premier ministre. Sincèrement, comme l'a dit un député, je préfère prendre le député au mot. Il est vraiment humble, mais sincèrement, la tâche qui se présente à lui est énorme parce qu'on a l'impression que IBK est passé à côté de son programme de société qui aujourd'hui, malheureusement, à 2 ans, bientôt à 2 ans de son mandat, et il a laissé passer le temps où beaucoup de choses l'ont échappé. Moi, je peux dire, peut-être pour la création des entreprises, ça, il y a des efforts, il y a des lois qui ont été votées pour alléger les conditions.
Mais quand on voit les autres secteurs, et je pense que le Premier ministre, il a beaucoup de choses à faire. Sinon, là, une chose, un passage qui a forcément retenu l'attention des Maliens, c'est cette révision constitutionnelle qu'il a annoncée. Il n'a pas été clair. Il n'a pas dit c'est sur quoi cette révision va porter. Il a été très vague. C'est vrai qu'il a mentionné le mandat qui ne va pas toucher. Bon, mais une chose était d'annoncer cette révision, une autre était de dire clairement qu'est-ce qu'il il faut changer dans cette constitution-là. Tout à fait. Moi, je pense que David vient de toucher le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est vraiment ce niveau, c'est vraiment la révision constitutionnelle. C'est un ballon d'essai qui a été lancé dans la presse. Les gens n'ont pas fait attention. Sinon, c'était une volonté cachée ou, je ne sais pas, affichée du gouvernement. Cette révision constitutionnelle fait partie des axes majeurs que UBK veut mettre en réalité. Quand on voit même la question... Elle revise quoi? C'est ça. Il y a par exemple un constitutionnaliste, notamment, je vais le citer, un ancien ministre, Maka Moussa Sissoko, qui disait l'accord qui a été signé ne nécessite pas forcément une révision constitutionnelle. Mais de plus en plus, on est en train de voir des anciens, notamment Moussa Mari Koulibaly, qui vient de publier un livre. Lui, il plaide pour la 5e République, la 4e République, j'allais dire. Donc, il y a quand même des velléités, qu'on ne veut ou pas. Il y a des sous-entendus. Et maintenant, les assurances que le Premier ministre a données par rapport au mandat, attendons voir, parce qu'il n'est pas sûr que lui, il sera là au moment où on fera la révision constitutionnelle. Mais ce qu'il faut en tout cas dire, c'est que on a tout vu. J'ai dit ça, c'est mon point de vue à moi, mais on n'a pas vu la DPG dont on attendait, la DPG qui est proche des populations, qui aujourd'hui gère les questions de proximité, notamment l'électricité. Tous les jours, vous voyez les délestages. La question de l'eau, dans beaucoup de villes du Mali, on n'a pas l'eau. Il y a aujourd'hui l'école où il y a un manque criard de classes. Quand on parle de routes, c'est vraiment des vieux pieds, mais on ne voit pas de routes. La seule route aujourd'hui qui est praticable, c'est vraiment la route de Ségou. Et cette route de Ségou, demandez comment ça a été construit. Alors, moi, je pense que le gouvernement aurait dû se focaliser sur les questions de proximité, parce que c'est ce qui, en réalité, touche les Maliens de près. Alors, peut-être qu'on peut revenir sur la forme de présentation de cette déclaration de politique générale. La forme avait été très critiquée lors de la dernière présentation par Moussa Mara, l'ancien Premier ministre. Est-ce que cette forme de présentation, cette humilité du Premier ministre Modibo Keïta doit servir de leçon à l'ancien Premier ministre David Damelé? Moi, certes, la sagesse de l'actuel Premier ministre, elle est toujours manifeste par rapport à ses cadets. Mais je pense que c'est le même passage. Je pense qu'il a essayé d'être succinct par rapport comparativement à son prédécesseur. Mais la question, mon confrère Cissé vient de le dire, il y a certains passages, il y a certains points, certaines priorités auxquelles la population malienne serait beaucoup touchable. Quand il parle d'électricité, pouvoir d'achat des consommateurs. Et parmi tant d'autres, la santé, il a touché l'éducation, l'école, voilà. Je pense que c'était des points qui pouvaient le plus toucher les populations. Mais il a été succinct, par rapport à Moussa Mara. Voilà. Alors la forme. La forme, c'est normal. Moussa Mara, il est en quête de personnalité triomphante. Modibo Keïta, il n'a rien à prouver. Il a la confiance populaire. Si j'ai dit la confiance populaire, c'est que, vous voyez, même au niveau des réactions du côté de l'opposition, c'était quand même mesuré, modéré. Moussa Mara n'a pas ce charisme, et peut-être Moussa Mara, il a péché par
sa jeunesse, qu'on le veut ou pas. Moussa Mara, il est jeune et il a montré des faiblesses parce qu'à un moment donné, on le voyait quand il présentait des documents pareils, et il montrait d'abord un air de suffisance, ça c'est un. De deux, il montre que il a un adversaire à abattre. Ça n'a pas été le cas. Modibo Keïta, même quand les députés de l'opposition l'assénaient des coups, il était imperturbable. Il a compris, moi, écoutez, ce qui doit primer, c'est que ma déclaration de politique générale est la confiance de la majorité et que la cohésion qui devait l'accompagner puisse être. Et ça a marché. Alors nous allons observer une courte pause avant de poursuivre avec la deuxième partie de cette émission consacrée donc au forum des leaders religieux qui s'est tenu cette semaine à Bamako sur la question du Nord. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter pour réagir à ce que vous entendez dans cette émission qui est donc consacrée à l'actualité de la semaine. 3 thèmes pour cette semaine: la déclaration de politique générale du Premier ministre Modibo Keïta devant l'Assemblée et le forum des leaders religieux qui s'est tenu cette semaine sur la crise du Nord et les discussions d'Alger avec ses attaques à Sikasso et également la situation de Menaka. Alors pour le forum des leaders religieux, est-ce que ce forum a servi de mise au point, Maman? Non, je ne crois pas. C'est qu'on est dans une sorte de mode. On a l'impression qu'on est dans l'effet de mode. L'aménagement aujourd'hui veut être avec les populations, notamment. Aujourd'hui, la cible privilégiée, c'est la société civile. La société civile, la plus active, c'est le Haut Conseil, les leaders religieux. En réalité, le message que la MINUSMA voulait passer, ce message, on ne peut pas dire que ce message a été entendu, mais le message, il contient quand même des enjeux, notamment quand on parvient à amener le président de la République à faire des déclarations, à aller jusqu'à dire, bon, écoutez, la MINUSMA, c'est pas nos ennemis, c'est pas ce qu'on lui prête. Il y a eu beaucoup de choses qu'on peut corriger dans ce forum que le leader religieux a organisé. D'accord. Alors, David Dambélé, quel est votre avis sur ce forum des leaders religieux tenu donc avec la MINUSMA et le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a fait certaines mises au point? Vous savez, dans ce pays, moi je mâche pas sur mes mots. Dans ce pays, on est habitué à ce que les choses soient maquillées. Alors j'ai dit, c'était une mise en scène. Et la MINUSMA, elle est en train de se faire une réputation. Et elle ne vit pas ces périodes de grâce. Vu ce qu'elle a pu, des actes, des dérapages qu'elle a pu poser jusque-là, j'allais parler de ce qui s'est passé à Gao, quand elle a tiré sur les manifestants. Et également, la façon dont la MINUSMA est perçue au sein de l'opinion publique, et en ce sens que l'opinion s'est dit que la MINUSMA elle est penchée et ses actions sont en faveur de la minorité, cette minorité qui réclame certaines parler de la SEMA. Voilà, la SEMA. Alors, donc, tout ça fait que la MINUSMA a besoin d'être en phase avec la population, comme l'a dit mon confrère. Alors, cela ne va pas sans l'implication de certaines forces de la société, telles que, vous savez, les leaders religieux, ils sont très influents dans le contexte qui est le nôtre. Et donc, il n'y avait pas meilleure manière de
se refaire une réputation. Voilà. Alors, un autre journaliste vient de faire son entrée dans ce studio, Moussa Magassa du journal du Mali.com. Bonjour Moussa. Bonjour. Alors, nous sommes sur ce forum des leaders religieux qui s'est tenu cette semaine à Bamako. Que pensez-vous de cette mise au point du président Ibeka par rapport à la question du mandat et de la vision de la MINUSMA? Merci bien. Et avant tout, je voudrais m'excuser pour le retard. C'est indépendant de la volonté. En fait, je crois que c'est une très bonne initiative pour qui sait un peu le rôle des religieux au Mali, surtout du rôle que peut jouer ces personnalités-là. C'est une très bonne initiative de la part de ces personnes-là pour pouvoir essayer de sensibiliser les gens sur le rôle exact de la MINUSMA. Parce qu'il n'est plus à rappeler que la MINUSMA fait objet de controverses énormes aujourd'hui dans le pays. Et donc si ces personnes arrivent déjà à comprendre exactement le rôle de la MINUSMA, ils pourront peut-être maintenant sensibiliser d'autres personnes qui jusque-là n'ont pas compris exactement ce que c'est le rôle exact de cette mission-là. Donc pour moi, encore une fois de plus, c'est une belle initiative et ça va dans ce cadre-là. Et le fait aussi que ça a été présidé par le président de la République, ça apporte un poids au niveau de l'importance qu'avait cet événement. Alors, Maman Sissé, le 1er juillet, la mission se verra renouveler son mandat. Que peut-on entendre de ce renouvellement? Ce renouvellement pourra avoir comme impact d'abord le changement de perception au niveau de l'opinion nationale. C'est d'abord l'opinion nationale qu'il faut convaincre. Il faut convaincre l'opinion nationale du fait que la mission d'abord elle est neutre, comme l'a dit David tout à l'heure, qu'elle est neutre, elle ne joue pas parti et que désormais, en plus de ce rôle, la mission devait avoir un mandat plus robuste qui lui permettra peut-être de lutter contre toute forme de violence dans le nord ou ailleurs. Et moi je pense que c'est à ce niveau que la MINUSMA peut peut-être chercher encore à s'implanter au nord plus qu'au sud, parce que c'est là où les vrais enjeux se dessinent. Alors, à quelques jours du renouvellement donc, du mandat de la MINUSMA, le 15 mai dernier, Hervé Latsou avait signalé que ceux qui n'ont pas signé l'accord, il n'est pas question de prendre les armes contre les non-signataires. Est-ce que cela veut dire que la MINUSMA va rester comme telle? Je pense que la MINUSMA, elle est dans une logique, elle n'a jamais quitté cette logique. Et j'ai l'impression que peut-être c'est les Maliens qui n'ont pas compris jusqu'à présent. Nous n'avons pas compris la portée de la mission de la MINUSMA. La MINUSMA vous a dit, écoutez, je ne suis pas là pour combattre les MNLA et autres. Et c'est ce qui a été montré. Et quand on voit la situation, le verrou au niveau de Menaka, au niveau de Ber, c'est quand même... ça confirme ce que Hervé Lassou a dit. Vous savez, vous allez traiter avec eux, vous traitez avec la CEMA que vous voulez. Et ils viendront quand ils le veulent, mais vous ne pouvez jamais les attaquer. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui à Ber, à Menaka et ailleurs. Alors, quelle peut être la responsabilité des leaders religieux dans la mise en œuvre de cet accord qui sera probablement signé par la coordination des mouvements armés de l'Azawad le 20 juin? David, elle est grande. La responsabilité des leaders religieux a toujours été grande parce que si vous avez remarqué, tout ce qui est adopté comme essentiel dans ce pays-là a toujours passé par ces leaders religieux-là. Donc pour dire qu'ils ont une emprise réelle sur la politique qui se déroule. Donc je pense que c'est de bonne guerre que de passer par les leaders religieux. Ils ont cette force, ils ont cette implantation qui fait qu'ils peuvent facilement faire adhérer l'ensemble de l'opinion nationale et internationale à cet accord-là. Alors certains observateurs disent qu'il n'est pas prudent de mêler la religion à la politique. Et est-ce que avec ce forum c'est le cas, Moussa Magassa? Quand on prend un peu la constitution malienne, on va parler de la laïcité.
Généralement, la laïcité, c'est de ne pas mélanger un peu ce qu'est la religion à la politique. Mais est-ce que dans ce cadre-là, on peut dire que c'est une sorte de mélange? Parce que moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Ici, comme David l'a dit, la responsabilité, elle est grande pour ce qui c'est l'influence qu'a ces personnalités aujourd'hui dans le Mali. Donc, le fait déjà pour ceux-là de comprendre ce qu'est le rôle de la MINUSMA, pour ceux-là d'amener maintenant à convaincre ces personnes-là qui ne le savent pas, et ça, c'est énorme. Donc, je ne sais pas, peut-être que le choix a été bien, mais la décision politique qui a été à l'œuvre de ça, moi, je la salue. Je la salue personnellement et je dis que c'est une alternative pour pouvoir amener les personnes maintenant à comprendre le rôle de la MINUSMA, à faire de telle sorte que la MINUSMA puisse arriver à jouer son rôle sans toutefois faire l'objet de controverses diverses. Alors Maman, cette relation entre les politiques ou la politique avec la religion? Moi, tous ceux qui en ont l'habitude de suivre mes papiers, et moi je ne le cache pas, je suis un enfant d'imam. Mais je veux vraiment que la religion se mette à côté et que la politique, c'est pas pour des religieux. Et moi, Pourquoi? Non, parce que moi, je vois le religieux dans la mosquée qui me parle de Dieu. Je ne vois pas à me dicter mon choix par rapport à celui que je devais choisir comme président. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est une question de choix? C'est une question de choix. De foi ou de choix? De choix. Moi, je pense que c'est une question de choix pour certains. Mais j'ai dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer, peut-être que les gens n'ont pas vu. C'est quoi? C'est que il y a quelques années, les religions sont parvenus à mobiliser des milliers de personnes au stade du 26 mars. Mais je me rappelle récemment, lors d'un... Pour le code de la famille. Récemment, il y a un grand meeting qui a été organisé au stade Omnisport. Ce meeting-là, allez voir les images. Les religions n'ont pas pu faire le stade. Cela veut dire qu'à un moment donné, ce qui a trait aux mœurs, qui a trait à la foi, les gens s'intéressent. Mais ce qui est en rapport avec la politique, n'ayons pas loin. Le choix du président de la République, tout le monde sait que les milieux religieux y ont contribué. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon choix? Posons-nous la question, est-ce que c'est le bon choix? Parce qu'on est là, on ne bouge pas. C'est ça, c'est ma façon de comprendre. Moi, je veux vraiment un religieux, vraiment qui me guide vers la foi. Distant de la politique. Distant de la politique, parce que la politique, c'est pour des initiés. David veut réagir? Oui, bon, je pense qu'il y a juste des limites à ne pas franchir. La religion, elle est là pour nous accompagner, nous aider à vivre sur cette terre. Et donc, je pense que cette même religion devrait faire la part des choses. Je pense qu'elle a certainement son mot à dire dans les questions d'ordre national. Mais je pense que de là à s'afficher carrément, quand il parle des élections, par exemple, je pense que nous avons une expérience douloureuse, vu ce qui s'est passé par rapport aux dernières élections. Je pense que c'est une leçon. Donc, juste pour dire qu'il y a vraiment des limites que les religieux ne devraient pas franchir dans leurs actions. Voilà. Alors, juste pour signaler que Maman a dû s'absenter quelques instants à cause donc de l'eau qu'il buvait, l'eau qui est mal passée, on dirait. Alors, Moussa Magassa, nous allons donc clore ce chapitre avec toujours ce forum des leaders religieux. Que faut-il attendre aujourd'hui de ce forum? Je crois que le président de la République, par sa présence la dernière fois, témoigne qu'on attend beaucoup de ces 2 jours de discussion. Mais je reviens toujours comme ce que Maman disait, les religieux, c'est un domaine à part. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'au Mali, on est dans un pays où on a une forte population qui représente 90% de la majorité. Et dans ce cadre-là, quand il a pris l'exemple du stade, ce sont les seuls qui remplissent généralement le stade. Et si ceux-là ont bien compris le message, je crois que c'est... Plus les jeunes rappeurs. Plus, bien entendu. Si ceux-là ont bien compris le message, ce serait plus facile pour eux de faire comprendre à ceux-là qui n'ont pas compris. Parce que jusque-là, il faut le noter, ils ont de l'influence et ça, il ne faut pas négliger.
Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de reprendre. Je vois que Maman va mieux. Avant de reprendre cette émission avec le dernier thème consacré donc à la situation dans le nord du Mali et à l'acte terroriste donc qui a été perpétré à Sikasso. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. N'oubliez pas également notre site web www.studiotamani en un seul mot .org. Alors, lors des dernières discussions à Alger, ces discussions ont donc abouti à deux documents qui ont été signés par le gouvernement du Mali et la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Ces documents contenaient notamment le redéploiement, les conditions du redéploiement de l'armée malienne reconstituée donc dans le nord du pays, et également cette question de Ménaka, l'ACEMA qui estime que les groupes armés doivent donc quitter la ville de Ménaka, le Gatia, qui maintient donc sa présence dans cette ville. Selon ce document, les groupes armés doivent quitter Ménaka au bénéfice donc de la MINUSMA, qui doit normalement être la seule force à donc circuler dans la ville. Alors, est-ce que ces deux documents qui ont été paraphés, signés donc par l'armée et par le gouvernement du Mali et la CEMA, mais sans la signature de la plateforme, est-ce que ces deux documents seront appliqués à la lettre? David Dambélé. Oui, je pense que ces documents, malheureusement, ils ne prennent pas en compte la suggestion de la population. Je pense que la population avait clairement affiché ce qu'elle voulait, et donc c'était le maintien de Gatia sur place. Et donc je pense que ces documents devraient prendre en compte l'aspiration de la population. L'aspiration de la population, et ce qui n'a pas été fait. Donc moi je déplore, je me demande si ces documents, je m'interroge sur l'applicabilité de ce document-là. Alors qu'est-ce que le Gatia doit craindre, donc Maman, si ça va mieux? Le Gatia doit craindre c'est que pourrait craindre tout groupe illégal. J'ai dit le Gatia, c'est un groupe nationaliste, mais du moment où l'État central, qui en réalité est le représentant, qui peut mieux représenter les populations, parce qu'on le veut ou pas, un groupe d'autodéfense, c'est un groupe d'autodéfense, parce que l'État n'est pas là. Du moment où les forces de l'État ont accepté, moi je pense que si vraiment la CEMA avait osé aller jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'elle a des soutiens. Et aujourd'hui, tout porte à croire que si le Gatia ne quitte pas la ville de Ménaka, le Gatia aura des problèmes. Que la population est avec Gatia ou pas, le Gatia aura des problèmes. Donc, il est temps pour la plateforme de se conformer. Du moment où l'État a accepté de signer l'arrangement sécuritaire, il n'y a pas lieu de rester. Il n'y a pas lieu de rester. Moi, ça c'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire que je soutiens que, mais je veux juste dire que du moment où l'État, qui est le représentant, qui doit représenter légalement les populations, accepte de signer l'arrangement sécuritaire, la plateforme doit faire la même chose. Si c'est pour amener la paix. Moussa Magassa du journal du Mali.com, cette situation de Ménaka, votre avis? C'est une situation bizarre, très bizarre d'ailleurs. Parce que jusque-là, Gatia, qui se réclame être pro-gouvernemental, mais qui en réalité n'est pas reconnu, et qui veut défendre les intérêts de la population, entre guillemets, mais qui jusque-là également ne bénéficie pas d'une légitimité. Donc ça porte à discussion. Maintenant, quant à l'applicabilité des textes, mais il va sans dire qu'il n'aura pas une bonne application. Il aura peut-être une application, mais avec des failles. Et c'est cela qu'il faut éviter. Comme Maman le disait, pour la paix, je crois que chacun doit faire des sacrifices. Si le Gatia doit quitter Ménaka et que ça peut ramener la paix au Mali, je crois qu'ils doivent le faire. Et pareil pour la plateforme. Déjà, comme on a dit, le 20 juin prochain, prévu pour la signature. Donc, déjà, il faut observer les différentes alternatives qu'il y a et permettre à ce que la paix revienne. Est-ce que le Gatia doit craindre une sanction, David Dambélé? Bien sûr, dans la mesure où
ce document a été adopté, mon problème c'est toujours au niveau de cette population qui n'a pas été consultée. Donc je pense que l'État malien devrait mettre les moyens en œuvre pour faire participer la population. Bon, on a beau dire que Gatia, là je ne rejoins pas mon confrère Marassa, je dis Gatia c'est quand même, elle est soutenue par la population. Et donc je pense que si la population était consultée, son aspiration pourrait être prise en compte dans ce document-là, et ce qui pourrait rendre son application plus facile, parce que moi je me dis qu'il y aura certainement des tentatives, des actes de sabotage par rapport à l'application de ce document-là. Donc je suis tout à fait pessimiste. Maintenant, s'il y aura de la représailles sur Gassia, moi je dis tout est possible, tout est possible, mais tant qu'il y a cette Gassia jouit du soutien de la population, je pense qu'elle aura toujours gain de cause. Alors, le second point d'accord, donc, c'est le redéploiement, les conditions de redéploiement de l'armée malienne reconstituée dans le nord du Mali. Comment faut-il voir cet acquis de la CEMA par rapport au redéploiement, aux conditions de redéploiement de l'armée malienne, Maman Sissi? Le premier d'abord, c'est qu'il faut que le cessez-le-feu soit d'abord une réalité. Ça, c'est le premier gage de la réussite des autres. La deuxième chose, il faut passer par un cantonnement. Après le cantonnement, on va passer par le désarmement. Est-ce qu'aujourd'hui, la CEMA, qui est la partie belligérante, a les moyens de sitiller tous ces combattants? Parce qu'on ne sait même plus qui est combattant de la CEMA, parce que quand je dis la CEMA, les groupes qui forment la CEMA, on ne sait pas qui est bandit, on ne sait pas qui est terroriste. On a juste une nouvelle situation qui se présente au nord, c'est qu'aujourd'hui, ça va être très difficile, on ne le dit pas souvent, il va être très difficile de cantonner les gens parce que les forces sont disparates. Ça, c'est le premier problème que le comité de suivi va avoir. Ça, c'est un. De deux, la gestion de ces combattants. Ces combattants, ils seront désormais des commerçants, ils seront des bergers, ils seront des militaires. Comment est-ce que la cohabitation va se passer au niveau de l'armée? Et les gens qui ont abandonné leurs frères d'armes et qui ont retourné l'arme contre les frères d'armes, comment est-ce que la cohabitation va se passer? Et peut-être, ce qu'on ne le dit pas, on nous a dit on aura l'armée la plus forte. Est-ce qu'on verra l'armée qu'on a vue par exemple dans certains pays où les anciens rebelles ont été reconstitués, gradés autour là? Est-ce qu'on aura ça? Est-ce que ceux qui en réalité ont des armes, qui sont revenus de la Libye, et ils vont s'entendre avec ceux qui sont déjà au Mali? Il y a tous ces paramètres qu'un État sérieux devait prendre déjà en compte. Moi j'ai l'impression que on gère les détails, mais le vrai enjeu qui est la gestion des hommes, la gestion des armes. Parce que le nord du Mali aujourd'hui, c'est un endroit où c'est très facile de se faire des grenades, c'est très facile de se faire des munitions. Et ça va être très difficile de cantonner les éléments. Alors, quelle forme cette armée reconstituée va devoir donc afficher, Moussa Magassa? Déjà, il faut qu'au Mali, on fasse attention. Parce qu'on est en train d'aller inéluctablement vers la même situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale. Généralement, quand il y a la guerre dans un pays, c'est vrai, le processus de paix peut prendre du temps, mais lorsqu'on arrive même à la signature et que maintenant, quand on veut passer à la mise en œuvre de ces accords-là, c'est là que ça cause des problèmes. Quand on parle de redéploiement de l'armée malienne, le redéploiement de l'armée malienne, en réalité, ne peut pas être aussi facile comme on l'avait pensé. Parce que comme il a dit, aujourd'hui au nord, pour avoir accès à des armes, à des munitions, c'est pas aussi difficile que ça. Mais non seulement ça, quand on va vouloir peut-être rassembler ces gens qui ont été des soldats plus avant, maintenant ceux qui veulent maintenant quitter dans ce cadre de soldats et reprendre les activités qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils vont envisager pour ces personnes-là? Il faut toute une politique bien définie à propos de ça, qui va permettre à ce que, quand on va
passer à la mise en œuvre de cet accord qui n'ait pas de répercussions plus tard. Et c'est ce qui est important. Et c'est ce que le gouvernement doit préconiser. Et avec l'aménagement et autres, si possible, et penser à toutes ces alternatives-là afin qu'on puisse arriver réellement à une paix durable et à une réconciliation effective. Alors, en mai 2014, on parlait toujours de la mise en place du comité de suivi donc de cette crise. Aujourd'hui, ce comité n'est toujours pas créé. Est-ce qu'il va voir un jour, David Dambélé? Le comité de suivi, je n'ai pas bien compris. Le comité de suivi aujourd'hui de l'accord. Je pense que la dernière réunion devrait servir aussi à ça. Moi, je n'ai pas eu de suite réelle par rapport à... je ne sais pas, il n'y a pas eu de communication sur qui est-ce qui va sur l'application de ces accords-là. Sinon, je pense que c'est une urgence. Une chose est de signer l'accord, autre est de l'appliquer. Voilà, de l'appliquer. En réalité, je ne sais pas si c'est la question de Ménaka qui a noyé ce pan de la discussion. En tout cas, je n'ai pas eu de suite probant par rapport à cette commission de suivi. Alors, la CEMA estime que en mettant toujours cette signature du 20 juin au conditionnel, dit qu'elle ne sera engagée par cet accord qu'une fois qu'elle aura signé l'accord. Est-ce qu'on peut croire à la signature de cet accord le 20 juin par la CEMA, Maman? Alors, c'est très difficile d'y croire avant les jours J parce qu'on ne sait jamais ce qui pourra arriver d'ici le 20. Mais en tout cas, mes sources et les informations qui viennent même de la CEMA, pour la première fois, je vois des gens qui sont... ils sont sereins, ils veulent venir à Bamako, je ne sais pas, peut-être ils veulent venir jouer la comédie, mais je vois ils veulent venir. Maintenant, est-ce que l'accalmie qu'on voit sur le terrain ces 2 jours est favorable? Est-ce que la situation qui à tout moment peut s'emballer à Ménaka, à Berne, est-ce que ces décisions peuvent amener la CEMA peut-être à accuser le gouvernement de ne pas être dans une logique l'aider à signer le 20? Moi j'ai des doutes, d'abord des doutes au niveau national. Est-ce que les gens sont même chauds, ils sont prêts à refaire une deuxième signature? Et malheureusement, je pense que le gouvernement n'a pas consulté quelqu'un. Et le gouvernement a laissé la porte ouverte, dit à la CEMA, le train de la paix est démarré, vous pouvez intégrer le wagon le jour où vous voulez. Et la CEMA a choisi le 20 pour intégrer le wagon. Est-ce que ce 20-là, c'est pas pour gagner du terrain? Est-ce que c'est pas pour s'implanter? C'est des questions que je me pose. Mais l'enthousiasme que j'ai vu, et j'ai senti avec certains éléments de la CEMA, c'est qu'ils veulent venir à Bamako. Peut-être ils sont fatigués, peut-être ils veulent revoir Bamako, parce que c'est pas évident de vivre toujours à l'étranger. Donc je pense que tout peut arriver, mais ça dépend de la manière dont la réponse que le gouvernement lui-même apportera, parce que qu'on le veut ou pas, Ibeka, il a besoin de paix aujourd'hui. Alors, la CEMA, un membre de la CEMA nous affirmait dans un de nos débats que la condition donc de cette signature dépendra donc de l'évolution des conditions sur le terrain, en faisant référence notamment à la situation à Ménaka. Merci à vous messieurs pour ces éclairages. C'est donc la fin de cette émission, un forum de la presse que j'ai animé. Famoussa Sidibé à la mise en onde, il y avait Salim Douara. Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission avec l'aide de son assistant, avec également à la régie vidéo. Nous avons Nouhoum Diré, je suis Famoussa Sidibé, Maman Sissé du groupe Renouveau FM était avec nous, Moussa Magassa du journal du Mali.com était également avec nous, et avec nous également David Dambélé du journal La Dépêche du Mali.com. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Merci chers auditeurs pour votre attention. Nous vous disons bon week-end, bonsoir et à très vite pour d'autres émissions. Le grand dialogue. Sikika Foba. Et
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.